Tracy, présente et présent pour ces soirées 100% doc, qui est un peu particulière parce que nous avons décidé de programmer des films d'Arnaud Despaliers, qui nous a fait le grand honneur d'être là avec nous. Et donc tout à l'heure, nous avons projeté Disneyland, mon vieux pays natal, et Diane Wellington. Et donc là, on va passer Poussière d'Amérique. Et la semaine prochaine, je le rappelle, il y aura l'avant-première de son nouveau film Journal d'Amérique qui va passer mardi prochain à 21h dans le cadre de notre festival Un État du Monde. Donc Arnaud, merci beaucoup d'être ici. Je vous laisse dire peut-être quelques mots avant la projection. Et puis il sera là, présent, pour parler avec vous un peu plus sur ces films. Vous avez le micro, ok. Non, mais je ne sais pas si je suis censé être là. Si, il est aussi le compositeur, évidemment. Martin Miller, qui a fait la musique des 2 films précédents et de celui que vous allez voir là, plus que la musique, une partie importante du son. Bonsoir. Poussière d'Amérique, qui est un film qui date de 2011 et qui est le fruit d'une expérience, en ce qui me concerne, de travail à partir d'images d'archives, américaines, qui sont ce film est le 2e film que je fais à partir d'un fonds qui s'appelle le fonds Trellinger, qui est un fonds américain d'images trouvées, d'images vernaculaires, comme on dit, de toutes origines, d'images non nobles, d'images d'images de plans, de films qui auraient dû finir au pilon et qu'un collectionneur, Rick Trellinger, a sauvé de la destruction et qu'il a d'abord collecté, puis ensuite qu'il a mis en libre service sur un site dans les années 2000 à peu près, et à partir desquels j'ai eu envie, en tant que réalisateur et monteur, un jour de voir si je pouvais faire du cinéma avec des images que je n'avais pas tournées moi-même. Voilà. Uniquement dans un geste de montage, en essayant, autant que je le pouvais, de laisser des histoires, des récits sourdre venir des images elles-mêmes. Un tout premier film est un court-métrage qui a été projeté tout à l'heure qui s'appelle Diane Wellington, et puis ce film, Poussière d'Amérique, qui est la première expérience qui consiste à faire un film très personnel à partir d'objets qui au départ m'étaient étrangers et que j'ai fait mien. Voilà. Je crois qu'on dit point de projection, non, un truc comme ça, non? Oui, je vais dire. Et on va dire une chose après. Toi, tu vas dire des choses après. On va échanger après. Merci beaucoup. Merci. Et vous pouvez donc regarder ces films. C'est un nouveau DCP, si j'ai bien compris, que les distributeurs ont créé pour vous, pour cette projection. Et donc, je les remercie pour cette projection, les films Atari et UFO Productions. Donc, je vous souhaite une très bonne projection et à tout à l'heure. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Non, mais j'ai pensé qu'il fallait que je fasse mon numéro de cercle, mais heureusement tu es là. Voilà. Tu peux faire Non, après. Alors, c'était un film de 112 minutes, ou en tout cas c'était ça qu'on avait prévu. Et là, on est arrivé exactement au moment qu'il fallait arriver. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous commencer un peu à nous parler de ces projets-là, du coup, qui est lié à ces archives, mais qui n'a pas de voix off. Vous avez décidé de faire un film qui est complètement différent de ce qu'on a vu, en tout cas à Disneyland, mon vieux pays natal, tout à l'heure. C'était un autre processus. Et aussi avec des images, comme vous avez dit tout à l'heure, qui sont étrangères, enfin des images d'un pays que vous connaissez peu, en tout cas, mais qui vous ont intéressé. Pourquoi ces archives? Pourquoi ces pays? Est-ce que vous avez cherché aussi des archives ici? À un moment donné, vous avez pensé?
Bon, c'est plusieurs questions en même temps. Non, j'ai jamais cherché de... Je pense que je me suis intéressé aux images américaines parce que c'est probablement des images qui nous avaient été données en modèle. Alors, pas les images privées, mais des images de fiction, peut-être d'abord, des images de publicité, des images... mais moi, je suis né en 61, je fais partie d'une des premières générations qui a été élevée sur le modèle américain. La chose qui m'a frappé quand je me suis promené dans les archives privées américaines, d'abord par curiosité, bien avant d'avoir le projet d'en faire un film, je crois que c'est une émotion de reconnaissance. C'est-à-dire, je reconnaissais quelque chose. Et par ailleurs, j'ai toujours eu, moi, dans ma pratique cinématographique, une extrême méfiance dans l'autobiographie. J'ai fait une école de cinéma, j'ai fait, comme tout le monde, des premiers films, des courts-métrages, et je ne me sentais pas, contrairement à ce qui se fait beaucoup quand on est jeune cinéaste et qu'on commence à faire des films, je ne me sentais pas du tout attiré par le fait de me raconter par mes origines, mon enfance, ce qui m'appartient en propre, raconter ma vie, raconter mon histoire, raconter une histoire qui m'est arrivée. Je dirais que d'une manière presque systématiquement opposée, j'étais toujours intéressé par le fait d'essayer de raconter des histoires, au contraire, qui étaient très loin de moi et qui me permettaient de vivre, comme dit l'écrivain, d'autres vies que la mienne. Là, en regardant ces archives, il m'est arrivé une espèce de double mouvement. À la fois, c'était évidemment quelque chose de très lointain, qui n'avait rien à faire avec mes propres archives, et à la fois, je reconnaissais quelque chose, j'avais une intimité extrêmement forte avec certaines images, avec certains plans, pas toutes, et j'ai probablement que mon premier geste de collection de plans, de regarder un film et tout d'un coup de me dire « Ah, ce plan-là, je le prends, je le mets de côté ». Pourquoi? J'en sais rien du tout encore, mais en tout cas, il me touche, il me fait signe. Je préfère plutôt que me toucher, c'est comme si le plan me faisait signe. Donc je le retire, je le mets de côté. J'entretiens une relation intime, une relation secrète, une relation irrationnelle. Je ne suis pas capable de dire exactement quelle est cette relation. Je reconnais quelque chose dans ce plan. Je reconnais quelque chose. Et en fait, la totalité des plans que j'utilise pour ce film, pour le film qui sera projeté la semaine prochaine, Journal d'Amérique, pour le film qu'on a projeté avant, Diane Wellington, je dirais que le point commun de tous les plans que j'utilise dans ces films, c'est une reconnaissance. Voilà. Je comprends, je reconnais quelque chose. Reconnaître, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on l'a connu, on le reconnaît. Voilà. Donc il y a... Et j'ai travaillé autour de cette émotion. Et j'ai aussi eu l'impression que ces plans, parfois ces séquences, avaient quelque chose à me raconter. Contenaient des histoires, contenaient des fragments d'histoire. Et je me suis vu comme une espèce de libérateur d'énergie, libérateur de narration. Et j'ai essayé, comme je pouvais, maintenant je pense que je leur ai aussi imposé quelque chose à ces images, j'ai essayé de laisser advenir des images, des histoires. Voilà. J'ai essayé de laisser remonter, depuis ces images,
des histoires, enfin, dans une espèce de rapport où je les ai beaucoup observées pendant longtemps, je les ai mises dans un ordre, dans un autre, de la plus petite à la plus grande à la plus petite, en cherchant à demander à l'ordinateur jusqu'à un moment où je me suis senti capable, une fois, de raconter une histoire. Je ne voulais pas rejouer ce qui se faisait beaucoup, il me semble, souvent ces images, alors pas les home movies, mais souvent ces images, par exemple quand elles venaient de films institutionnels ou de films de propagande, elles étaient totalement recouvertes souvent par une musique et aussi très souvent par une voix off qui, à mon sens, cinématographiquement, les asservissait pour leur faire dire quelque chose un peu en force. Je crois, même si je sais aussi que je leur ai fait dire quelque chose ou raconter quelque chose, j'ai essayé de leur faire raconter quelque chose qui était plus proche de ce qui, à mon sens, à ma sensibilité, sortait d'elles, ces images. Et voilà, c'est une opération d'écoute, de regard, et j'imagine très étrangement aussi très fortement de récits de moi-même, de récits très intimes de moi-même à travers des images qui, supposément étrangères, et au fond avec lesquelles j'ai réussi à tisser une relation plus intime que je l'aurais faite avec mes propres archives. Intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure que vous admirez beaucoup le travail de Jonas Mekas et qui lui-même, il utilisait ses propres images personnelles et il était aussi un poète. Après, je dois dire qu'il y a quelque chose de poétique aussi dans le... On va parler aussi la semaine prochaine dans le Journal d'Amérique, dans les phrases que vous utilisez. Mais c'est pas sous l'image, il y a le noir, il y a les paroles comme ça, donc je me demandais pourquoi finalement, est-ce que ces noirs forcent les images d'aller vers une direction plus que si, ou moins, que si on avait intégré le texte aussi dans les images. Enfin, en tout cas, que vous discutez un peu, nous dites un peu plus sur le choix des scènes noires. Bon, après, je pense que chaque spectateur le vit à sa façon. Moi, j'avais deux grandes idées quand j'ai mis au point ce système. J'ai inventé ce système pour moi. La première chose, c'est que je tenais absolument à préserver l'émotion qui avait été la mienne quand j'avais découvert les images muettes. Voilà. Et le mutisme de ces images, le silence, m'impressionnait beaucoup et était pour beaucoup dans la puissance d'évocation des images. Et je me disais, si tout d'un coup tu les recouvres d'une voix, tu les neutralises en partie, tu neutralises leur puissance d'évocation, d'imaginaire. Et la deuxième chose, c'est, j'avais l'impression, comme j'avais choisi, j'ai pas du tout pris des plans, j'ai pas du tout pris des séquences, j'ai pas du tout pris des films, mais j'ai vraiment à chaque fois extrait un plan et puis un autre. Quelquefois, il y a des séquences, dans Poussière d'Amérique, il y a des séquences entières qui viennent d'une même bobine, avec donc des grappes de plans qui viennent d'une même bobine, mais il y a aussi beaucoup des plans tout seuls qui sont le fruit du visionnage d'un film d'une heure où tout d'un coup un plan m'est apparu m'a touché pour une histoire de lumière, pour une histoire de visage, pour une histoire de... Et je l'ai sorti et j'ai vraiment la sensation d'avoir, c'est une métaphore qui s'est imposée très tôt à moi, d'avoir trouvé des joyaux, des pierres précieuses. Et il me semblait que les mettre bout à bout, comme on le fait habituellement avec des films, un film on met des plans bout à bout, risquait, encore une fois, de neutraliser l'extraordinaire pouvoir que chacune de ces images avait sur moi. Pouvoir de beauté, d'unicité, de préciosité. Et donc je me suis dit qu'il fallait mettre en valeur chaque plan. Et tout ça s'est combiné avec l'idée peut-être
l'idée du mutisme, et donc un carton porteur d'un texte blanc sur noir est en même temps un écrin qui met en valeur chaque plan qui précède et chaque plan qui suit. Donc il y a une espèce de... C'est comme si on recréait, comment dire, une espèce de vide extraordinaire pour mieux faire entendre une note entre deux notes. Comme si on recréait une circonstance de vide pour que la note suivante ne touche pas directement une note, mais advienne comme un miracle sorti du silence. Voilà. Après, je pense qu'à chaque spectateur, l'opération... Alors, ce que j'ai ensuite appris à pratiquer, c'est comment raconter une histoire en laissant le souvenir d'un fragment textuel planer sur l'image qui suit. Voilà. Ce qui est une opération la plus complexe, en fait, c'est une opération de montage qui n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire la manière dont je savais monter auparavant ne me servait à rien pour ces films-là. Et je dirais que ce sur quoi je passe, et j'ai passé le plus de temps sur des films comme Diane Wellington, Poussière d'Amérique et Journal d'Amérique, c'est sur la gestion du récit dans la fragmentation des cartons, la fragmentation du récit, et ce qui est une forme, en fait, d'écriture poétique, en fait. C'est une forme de versification. J'avais une histoire à raconter, mais il a fallu apprendre à la versifier. Il a fallu apprendre ce que c'était que de créer une image avec du texte, en fait. Est-ce que je l'écris en 2 lignes? Est-ce que je l'écris en 1 ligne? À quel endroit je coupe la phrase? Et c'était une construction poétique, que je le veuille ou non. Et ça, c'est un peu la grande aventure et la grande nouveauté pour un cinéaste, enfin, tel que moi. Et j'adore ça, j'adore faire ça. Et tout ça en combinaison aussi avec tout le travail de voilà, Martin et de musique. On ne parle pas du son et de la musique. Mais... Oui. On a parlé un peu tout à l'heure, mais il y avait quelques personnes qui n'étaient pas là. Oui, allez-y. Bon, je ne voulais pas vous interrompre dans la discussion sur la musique. Donc, je voulais juste demander, les textes venaient d'où? Est-ce que c'est des textes... Enfin, est-ce que c'est vous qui les avez tous écrits? Est-ce que ça vient de textes tirés comme les images d'archives? J'avais aussi une autre question. C'était pourquoi commencer par l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent américain? Enfin, de mon point de vue, ça situe l'histoire de ce continent de notre point de vue, en fait. C'est-à-dire que du point de vue de la découverte, mais il y avait des habitants avant. Donc voilà, c'est une autre question que je me posais. Puis j'en avais d'autres aussi sur la raison qui vous pousse à finalement donner tant d'importance au cosmos, à l'espace et à l'exploitation du bois. C'est vraiment des images qui reviennent. Voilà, je voulais peut-être que vous nous parliez un petit peu de ça. Alors, ça fait beaucoup de questions. Merci. Alors, que je reprenne la toute première, c'était les textes. Alors, les textes sont presque tous des textes que j'ai été glané un peu partout dans mes lectures, que ce soit... Ça peut être des textes que je trouve dans un fragment de choses racontées dans une revue, ça peut être un fragment de poème, ça peut être un paragraphe de roman, ça peut être... voilà, que j'ai donc réécrit en les asséchant et en les passant à l'épreuve un peu terrible de la fragmentation et de la densification, puisque je dispose d'extrêmement peu de temps et de mots pour raconter des histoires. Donc ça a pris un temps de traduction en fait assez important mais à l'origine il y a presque toujours un texte préexistant. En général, les sources sont citées dans le générique de fin.
Il y a une liste d'écrivains, enfin voilà, d'auteurs chez qui j'ai été prendre un fragment. Ça, c'était la première question. Pourquoi l'arrivée? Alors, le film commence pas tout à fait par Christophe Colomb, il commence par la construction d'une fusée, même si, oui, vous avez raison, ça démarre par Christophe Colomb. Ça démarre par Christophe Colomb parce que c'est une des façons dont les Occidentaux racontent l'histoire de l'Amérique. Et que par ailleurs, j'ai travaillé à partir d'un texte qui est un texte, c'est un récit d'un compagnon de Christophe Colomb qui raconte, on va dire, les coulisses de la découverte et des conditions de la découverte, des coulisses pas très reluisantes de la découverte. Après, j'ai pas eu accès à, comment dire, l'envers du décor, je la connais pas l'histoire, je la connais pas, je pense qu'elle est supposée, mais vous le sentez, il y a une espèce de point de vue qui est le point de vue d'une personne de l'intérieur. Il y a quelqu'un de l'intérieur, c'est pas moi, hein, mais il y a quelqu'un de l'intérieur qui dit, je pense que l'Amérique est le pays le plus important du monde, etc., etc. C'est pas moi qui parle, c'est une personne. Moi, je me suis laissé raconter que c'était peut-être le cosmonaute qui parlait, voilà, et que au fond, toute cette histoire était comme racontée, ressouvenue par ce cosmonaute un peu perdu. Rattaché à son vaisseau spatial par son cordon ombilical et menace. C'est Major Tom, hein, qui est un peu menacé de disparaître et qui a des ressouvenances de la Terre et qui raconte comme ça sa Terre avec son idéologie américaine, son idée de la femme, il raconte aussi à un autre moment ce qu'il pense que doit être une femme, quel rôle elle doit remplir. Alors par exemple, là-dessus, j'ai travaillé à partir de textes qui sont des textes de témoignages, en fait, d'Américains. Il y en a plusieurs. Donc on sent que c'est un personnage qui a une subjectivité très forte et qui n'est pas forcément, encore une fois, qui n'est pas forcément moi, ou qui n'est pas... Il y a des endroits qui sont drôles dans la... Enfin, de mon point de vue, dans l'affirmation par cet homme, par cette personne qui est un homme d'ailleurs, de ce qu'il pense que doit être le rôle de la femme, s'il avait une femme, qu'est-ce qu'elle serait, qu'est-ce qu'elle ferait, etc. Et donc il y a une... J'ai essayé d'aller chercher dans des textes américains, avec parfois avec principalement, c'est peut-être ça la grande différence entre Journal d'Amérique et Poussière d'Amérique, des points de vue américains. Voilà. J'ai éprouvé quelques années plus tard plutôt le désir de mon propre point de vue, d'un point de vue plus proche du mien, et je pense que dans le film qui sera projeté dans une semaine, Journal d'Amérique, qui est voilà, le dernier que j'ai fait, c'est plus proche de... C'est un personnage fictif, mais plus proche de moi. Là, c'est par exemple le personnage qui fabrique sa piscine, avec ce qu'il dit. C'est pas moi, c'est pareil, c'est un Américain. J'ai essayé d'aller chercher des témoignages, soit de personnages de fiction américaine, soit des vrais personnages qui étaient... des vraies personnes qui étaient interrogées et qui parlaient d'un point de vue américain, voilà, parmi d'autres. L'autre question, les arbres. Le bois, oui. Ça répond un peu à votre première question. Les arbres, c'est la manière... En fait, j'ai été frappé en fouillant dans ces archives de la quantité impressionnante d'images de destruction de forêt que je voyais. Il y avait deux images récurrentes qui venaient très très souvent, qui étaient souvent des très belles images, très bien documentées, qui étaient des explosions géologiques de montagnes, quand on fait exploser, parce que c'est des choses très cinégéniques, et c'est des choses qui fascinaient beaucoup les ingénieurs, les gens qui avaient des caméras, c'était filmer des montagnes défoncées à la dynamite, et filmer des arbres qu'on abattait. À une époque,
où on était extrêmement fiers de créer une empreinte de l'homme sur les paysages naturels. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir, mais ça m'ennuie de vous le dire, parce que j'espère que ça s'entend et que ça se sent. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir une métaphore. Alors évidemment, enfin même pas une métaphore, une image de la destruction de la planète, mais une métaphore de la destruction du peuple indien. Voilà. Et évidemment, il n'existe pas de traces filmiques de ça. Et c'était ma manière, en souvenir d'un film qui m'avait beaucoup marqué, qui était un court-métrage de Marguerite Duras, qui s'appelle Aurelia Steiner, et où elle parle de l'extermination des Juifs en voix off, uniquement en filmant en bord de Loire, je crois, des troncs d'arbres marqués, comme vous savez, les bûcherons mettent une immatriculation en peinture sur les sections des troncs d'arbres pour dire d'où, enfin, voilà, quelle est l'identité en fait de l'arbre qui a été. Ça m'avait beaucoup marqué. Je pense qu'en souvenir de ce film très, très important, très, très puissant de Marguerite Duras, je n'ai pas pu m'empêcher de lire ces images d'abattage et de destruction d'arbres. Moi j'aime beaucoup les arbres, moi, je suis un peu comme Idéfix dans Astérix, ça me fait toujours beaucoup de peine. Et en même temps, je trouve que c'est un objet filmique incroyable. Voilà. Enfin, un plan d'un arbre, surtout certains séquoias millénaires qui s'abat, c'est une image apocalyptique. Voilà. Cataclysmique, apocalyptique. Et j'en avais des centaines, des dizaines, des centaines. Et à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai éprouvé le besoin c'était tellement présent dans les archives que je voyais, que je me disais, je ne peux pas ne pas en tenir compte. Si c'est présent, c'est que ça déborde, en fait. Vous savez, comme un inconscient, en fait. C'est l'inconscient de ces archives qui dit prends-moi dans ton film parce que je suis la vérité de l'Amérique, quoi. Et ça m'a... Voilà, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça exprimait quelque chose d'une civilisation qui s'était construite sur un massacre, en fait. Sur le fait d'abattre. Donc, et on sait très bien à quel point l'histoire des Indiens était liée à l'histoire du milieu naturel dans lequel ils vivaient. Donc, ça m'a paru s'imposer comme une espèce de litanie, comme le sol sur lequel se construisait l'édification de cette nation. C'est ce qu'on appelle des intuitions poétiques, en fait. Ça me met un peu mal à l'aise de vous le dire comme s'il y avait un truc, mais... J'aurais pu vous dire, bon, pour moi ça a un sens, mais ça m'ennuie de vous le dire, je préfère pas vous le dire, mais voilà le sens que ça avait pour moi. Non, mais c'est quelque chose qu'on ressent évidemment, mais ça m'intéressait de savoir aussi si effectivement il y en avait beaucoup. C'est parce qu'il y en avait beaucoup que j'ai pas pu m'empêcher de les mettre. C'était tellement présent que j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas. Mais c'est comme. C'est ça aussi qui se passe dans les images d'archives. Vous compilez des archives, vous compilez des archives, vous compilez des archives, et puis au bout d'un moment, il y a des choses que vous voyez tout le temps. Par exemple, des bébés, des anniversaires d'enfants, et donc, il y a un moment donné, le film, c'est le film qui veut... le film s'exprime, l'image s'impose. On ne peut pas aller contre le courant de la majorité des images. Donc, je pense que je ne pouvais pas faire autrement qu'aller dans la direction qui était celle de la masse de toutes ces images. Je choisis, mais à un moment donné, c'est la masse qui décide. Avant de parler de la musique, peut-être vous pouvez nous dire un peu combien d'heures vous passez pour regarder les archives. On a parlé tout à l'heure d'autres institutions aux États-Unis qui sont des archives, et vous m'avez dit ça ne change rien sur le rythme de visionnage, parce que peu importe le nombre d'archives qu'on trouve, moi je veux continuer dans le même rythme. Donc pour faire des films comme ça, vous passez combien de temps dans l'année pour regarder les archives?
C'est inquantifiable, j'en sais rien. J'ai passé des centaines d'heures à regarder des images. C'est un temps... À quel moment vous dites là j'arrête pour composer les films? Ah, bah, c'était... il y a un moment, c'est Michel Klein, mon producteur, qui m'a dit, là Arnaud, tu t'arrêtes parce que j'ai besoin que tu fasses un film. Mais, et donc à un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête, que je regarde ce que j'ai et que j'essaie de faire un film avec ce que j'ai. J'avais déjà construit des séquences, mais oui, il y avait une espèce de... Il n'y avait rien qui m'arrêtait, sauf qu'il a dit, bon ben voilà, on a un financement, il faut une date, il faut qu'il y ait un film, il faut qu'on puisse le montrer, et aux grandes dames de Martin, qui préférait quand le film était des séquences détachées, autonomes, dans un système dont on avait peine à imaginer comment on pourrait le montrer, il y a un moment, il a fallu faire un film, en fait, et faire violence, d'une certaine manière, à une matière qui était beaucoup plus indéterminée qu'elle ne l'est maintenant dans Poussière d'Amérique. Mais bon, globalement, quand même, j'ai passé 10 ans à regarder des images, et je peux dire, vraiment en montage, c'est quoi, 2-3 ans de montage, 3-4 ans de montage. J'ai pas monté tout de suite. Ça donne une idée quand vous dites 4 ans de montage. Mais je faisais pas que ça, c'est-à-dire c'était ma tâche de fond, j'ai fait d'autres films entre-temps, etc. Mais oui, s'il s'agit, quelquefois ça m'arrivait de regarder 50 heures de film en n'ayant pas gardé une seule image. Il m'en reste un sentiment, il m'en reste une expérience assez extraordinaire, qui, je pense, est une expérience que font certains historiens quand ils sont dans un travail d'archives. Il m'en reste la sensation d'avoir vécu des époques que je n'ai pas vécues. Parce que j'ai vu des choses que d'habitude, qui font partie du quotidien, qui ne méritent même pas qu'on attire l'attention, qui sont du quotidien que nous-mêmes on ne filmerait pas tellement c'est banal, et qui sont des images banales, mais qui appartiennent à d'autres vies que la mienne. Et j'ai, surtout quand je sors de moments où je regarde, où je compile des archives, j'ai ce sentiment très trouble d'être de plusieurs époques, en fait, d'avoir vécu dans les années 40, d'avoir vécu dans les années 50, d'avoir vécu par l'archive et par l'archive privée, et par le fait d'en avoir vu énormément, et des traits banals. Et il arrive aussi, enfin bon, voilà. Mais parlons un peu de la musique. Du travail de son. Peut-être pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, vous pouvez un peu parler de la manière dont vous travaillez avec Arnaud sur la musique, à quel moment vous intervenez, à quel moment vous... On ne va pas répéter ce qu'on a dit avant. Enfin, disons, on veut non, mais je peux dire quelque chose de spécificité de ce film, en disant... Voilà. Non, mais en général, comme on a dit... Oui, pour ces films. Oui, non, mais comme on a dit, L'Océan Sauvant, là, alors que pour la plupart des films que je fais, je travaille à l'image de façon assez conventionnelle avec Arnaud pour quasiment tous les films qu'on a fait ensemble. Je lui file des musiques, des objets sonores, des trucs, des choses, et en grande quantité. Je ne dirais pas, disons plus 4 ans, mais si, parce que en tout cas, bon, en parallèle. Et donc, dans certains films précédents, c'était plutôt Arnaud, c'était totalement, avec une exception, Arnaud qui a monté les séquences sur la musique, ou a un peu monté une chose, mais après, il y a une musique qui arrive, et là. Mais quand même, les musiques étaient faites quand même, au moins pour le film. C'était peut-être pas fait pour la séquence, mais c'était au moins fait pour le film. Ça veut dire, toutes les musiques que j'ai dans Disneyland, c'est des musiques que j'ai faites pour Disneyland. Alors que dans ce film-là,
pas simplement. Peut-être que j'ai pensé à une séquence et la musique qui se termine sur l'autre, ce que j'ai aucun problème avec ça. Pas mal de la musique qui est faite pour les autres. C'est des musiques que j'ai faites pour Arnaud, qu'il stocke sur son disque dur. Et pour eux qui n'étaient pas là, qu'on a parlé avant, il m'a dit, il y a 22 ans, bon matin, il faut que j'ai besoin d'une Fnac avec plein de rayons comme ça, donc tu vas me faire une Fnac personnelle pour que je puisse faire ça. Ce que j'ai fait et je continue à faire. Donc en fait, pour ce film-là, il y a pas mal de musique qui a été faite, enfin il y a un ou deux qui a été fait à l'époque de Disneyland, je crois, et un ou deux qui a été fait à l'époque d'Adieu, Parc, donc en fait il y a beaucoup, donc en fait, ce qui est intéressant, qui est un peu chiant, hein, je vais dire le mot, quoi, parce que tu fais des choses, et on fait, voilà, il dit, ah, super, j'ai trouvé un truc, c'est génial, et je dis, ah oui, putain, j'ai bien bossé hier soir, et on fait, oui, c'est ça, je dis, mais j'ai fait ça il y a 10 ans, non, quoi, tu vois, je me dis, mais en même temps, ça donne une forme de relation de travail qui, je crois, enfin, je dis pas que c'est unique, mais disons que c'est un peu particulier en tout cas. Donc je sais que si je fabrique 30, 40 musiques et il prend 2, bah, il y a peut-être encore 2 qui vont être dans le prochain film. Donc c'est une chose assez intéressante qui, voilà, qui, comme tout, il y a des upsides et des downsides, il y a des plus et des moins, mais et puis après, sur ce film-là, qui était quand même particulièrement long, et c'est vrai que j'étais assis, il y avait un système qu'Arnaud a inventé, qui après il a abandonné pour ce film-là, que c'est vrai que je tenais pas mal à ce système. Pour des raisons personnelles. Bref, qu'est-ce que je voulais dire j'ai quelque chose d'autre très très important à dire, mais ça m'a un peu sauté de la tête. Non, je l'ai pas vu. Il y a un système de travail avant qu'il a abandonné. Non, mais ça c'est. Non, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais ça m'a revenu. Mais, ah oui, c'est ça. C'est qu'en plus, sur ce film-là, parce que c'était très long, il y avait toujours des séquences pour tous les films d'archives comme ça que fait Arnaud, et il y a des séquences qu'il monte et qui après, ils ne rentrent pas dans le film, donc certains, enfin un au moins, il a eu la possibilité d'aller voler avec ses propres ailes, mais il y a certains qui sont soit abandonnés dans le film et puis repris, peut-être avec une autre musique, peut-être avec un autre texte, tout ça. Et il y a certains qu'on peut espérer que peut-être la séquence, il va renaître dans une prochaine chose. Donc il y a aussi des musiques que j'ai faites, que je répète, je n'ai pas fait pour cette séquence, donc c'est pas que je ne suis pas en train de dire ah oui, en plus, il travaille sur cette séquence et après ça a sauté, ce qui arrive dans beaucoup de films, hein, quand on travaille à l'image et après, cette séquence finit par être sautée dans le montage. Oui, il y a des choses que c'est Arnaud qui a trouvé quelque chose que moi je trouvais était particulièrement bien. Donc voilà, c'est lui qui a trouvé les choses, mais je suis très content de cette espèce de triangulation, comme ça, et puis après, la séquence, après, ça ne rentre pas dans le film. Et... Donc là, c'est vrai, j'ai l'impression vraiment de travailler sur le film, parce qu'il me paie 30 fois par jour, voilà, blablabla, mais en même temps, des fois, je fais une musique et c'est 10 ans plus tard que ça rentre dans un film, quoi. Donc c'est vrai, c'est un repos un peu différent que le reste. Mais c'est un peu comme on fait, on allait manger avec des gens là, et ça me fait plaisir quand tu as dit ah oui, mais moi je voudrais que les films d'ici me salariaient en permanence pour que je puisse. C'est un peu ça, sauf que je ne suis pas salarié. Voilà. D'une manière, alors, vous recomposez la musique, enfin, en tout cas, vous co-composez la musique. Parce que lui, vous la composez et vous composez la musique sur les images. Vous décidez les parties, c'est drôle parce que Martin, à 2 reprises, a utilisé la métaphore enfin, comme si je lui avais demandé de me créer un magasin, une Fnac, etc. Moi, je me souviens souvent avoir utilisé la métaphore du Lego. Je lui ai dit, j'aimerais beaucoup que tu me donnes des éléments sous forme de Lego, de façon à ce que je puisse déplacer des éléments musicaux, les associer, les empiler, les superposer, etc. Je pense que Martin, il m'a donné une occasion unique, ce qui est très généreux de sa part, de participer à la composition de la musique et de faire, parfois, pas toujours, mais de faire un peu le son et la musique avec lui.
J'avoue que j'ai personnellement une passion pour le son, peut-être même plus grande que pour l'image. En tout cas, le son n'est certainement pas chez moi esclave de l'image, au service de l'image. Quelquefois, les rapports s'inversent totalement. Et quelquefois, c'est le son qui raconte l'histoire et l'image qui est une espèce d'accompagnement. Et il me donne le luxe et la liberté de partager le geste de création sonore et musicale. Et avec cette chose, effectivement, qui fait que, sans se le dire, parce que ça pourrait être intimidant, ou ça pourrait être... on est plutôt dans l'idée de fabriquer un grand film sur des années. Et ce grand film aurait, comme fragment, comme chapitre, Disneyland, Poussière d'Amérique, Journal d'Amérique, Diane Wellington, et au fond, les musiques et les sons circulent, à la fois les relient entre eux, les films, et à la fois, vous avez éprouvé le désir, vous avez eu l'idée de faire un truc autour de la thématique de l'Amérique, mais je pense qu'on pourrait aussi, autour de l'univers sonore de notre collaboration, les essais documentaires, en tout cas, au moins, sont comme des parties d'un seul et même film, je pense, d'une certaine manière. En tout cas, Disneyland, Wellington, Poussière d'Amérique. Je pense que c'est... Donc on fait pas simplement, il veut avoir une Fnac avec plein de rayons, il faut qu'il s'est fait pour que ça ait une brique comme dit Lego. Voilà. C'est un magasin de jouets. C'est le magasin de jouets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il est tard. Il est tard. D'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Ah, il avait une question. Il y avait une La dame question. qui partait. Oui, En fait, elle a posé 3 questions. Voilà, c'était plein de questions. Merci. Courageuse, hein? Merci d'être resté si tard. Ben, merci. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque Bon, chose? sinon, revenez la semaine prochaine pour le Journal d'Amérique et il y en aura encore plus de temps et peut-être plus de questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.